Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur Al24 News. Vous regardez Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. France Fanon. Comment parler de Fanon aujourd'hui? Comment parler de lui sans le trahir? Comment capter son combat, sa trajectoire sans le réduire? Vaste question. Le grand frère, comme l'appelaient les Algériens, il bouscule, il dérange nos conforts intellectuels. Peut-on raconter le révolutionnaire sans l'homme, peau noire, masque blanc, où le profil clinique du colonisé et du colonisateur est toujours d'actualité? Avec les damnés de la terre, écrit au cœur de la guerre de libération algérienne et publié en 1961, peu avant sa mort. Sa pensée devient le fer de lance de tous les révolutionnaires du tiers-monde, car Fanon parle la langue de l'insurgé. Il lui donne les leviers de faire un retour à soi pour tout simplement exister. Pas de révolution sans le vitalisme qui va avec, pas de révolution sans la fierté, sans le retour à soi. Voici Fanon. Fanon a tellement de choses à nous dire encore aujourd'hui. Tout le temps, il a des choses à nous dire, Fanon. Alors prêtons ce soir attention, prêtons l'oreille. Dialoguant avec lui ce soir, Madame, Monsieur, pour ce nouveau numéro. Donc, on se penche sur Fanon, cadre de la pensée intellectuelle africaine, panafricaine, tiers-mondiste. Madame, Monsieur, installez-vous confortablement. Cap sur l'Afrique, c'est dans un court instant. Et pour en parler ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir deux personnes qui connaissent très bien Fanon. D'abord, donc, c'est avec le thème Fanon, la pensée qui ne doit pas mourir, que j'ai le plaisir d'accueillir ce soir. Abdenour Zahzah, qui a consacré un long métrage, un chef-d'œuvre d'ailleurs, à l'œuvre de Fanon qui s'appelle Docteur France Fanon. Abdenour Zahzah, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. J'ai également le plaisir d'être accompagné ce soir de Hamzat Boukhari Yabara, écrivain, historien du panafricanisme. Et dans votre approche de l'histoire panafricaine et du panafricanisme en général, la pensée de France Fanon, la pensée décoloniale de France Fanon n'est jamais loin. Merci d'avoir accepté notre invitation, Hamzat Boukhari. Merci beaucoup pour l'invitation. Et j'en entame cette émission sans plus attendre avec vous, Abdenour Zahzah. Vous avez, comme je viens de le dire à l'instant, consacré une œuvre magistrale, un chef-d'œuvre, je le redis, à la vie de France Fanon, le temps où il était à Joinville, à Blida, autant que chef du département, chef de service, exactement. Ma première question, comme vous êtes un connaisseur de Fanon, comment on met à l'image la pensée de Fanon et quelles ont été finalement vos appréhensions? Parce qu'on s'attaque quand même à un grand monstre sacré de la pensée tiers-mondiste et révolutionnaire. Oui, c'est vrai, France Fanon est un sujet très exigeant dans le cinéma. J'ai essayé de mettre en scène sa pensée en mettant en scène justement les années qu'il a passées à Blida en tant que chef de cette fameuse 5e division. Entre 1953 et 1956, parce que c'est à Blida qu'il arrive donc en tant que médecin français, nommé par décret ministériel, et il arrive donc fin 53 et 1er novembre 54, il y a eu le déclenchement de la révolution algérienne. Et il va découvrir d'abord les méthodes qui étaient utilisées dans cette psychiatrie, cette fameuse école d'Alger de psychiatrie. Donc c'est des méthodes racistes et établies. C'est des théories très établies, d'ailleurs qui ont continué à être publiées dans les années 70. Et donc Fanon, tout simplement, il trouve les malades enchaînés et enfermés dans des cellules. Il demande aux infirmiers, il dit c'est quoi cette situation? On lui explique que c'était des malades agités, violents, difficiles. Il dit laissez-moi tout seul avec eux. Et il enlève ses chaînes. On jette ces chaînes et les ceintures, etc. On les jette à la poubelle et les malades commencent à retrouver d'abord la parole. Parce qu'ils ne parlaient plus,
ils étaient niés dans leur personnalité, dans leur déshumanisés complètement. Donc il commence à leur parler, juste après il crée un club, il leur demande qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie, il découvre leur métier et il met en place des ateliers de menuiserie, de ferronnerie, de couture pour les femmes, de poterie, et les patients commencent à travailler. Et avec le travail, ce qu'on appelait l'ergothérapie, par le travail, les patients commençaient petit à petit à se réinsérer, on va dire, et à retrouver une vie normale. Est-ce que c'est difficile de parler de Fanon aujourd'hui? Est-ce que c'est difficile pour vous, en tant que réalisateur, en tant que cinéaste, de parler de Fanon? Dans le cinéma, oui, bien sûr, c'est difficile parce que, comme vous l'avez dit dans l'introduction, Fanon est surtout, on le connaît aujourd'hui en tant que penseur et il a laissé des textes, parce qu'on le connaît à travers les textes aujourd'hui. Mais ces textes, comment il les a pensés, en fait. Donc, il fallait chercher dans ces années de travail à Blida, et puis on ne peut pas faire un film qu'avec Fanon. Donc c'est très difficile pour faire un film avec Fanon. Il fallait reconstituer tout l'hôpital et faire un travail de recherche, voir qui étaient ses collègues, qui sont les gens qui travaillent avec lui, l'hôpital, comment il était organisé, etc., etc. On va revenir justement sur cette aventure qu'a été le film et vous avez consacré à Fanon. Hamzat Boukhari, je me tourne vers vous à présent. Comme je le disais dans mon introduction, vous êtes aussi un fin connaisseur de Fanon, peut-être même vous revendiquez de cet héritage panafricain qu'a mis en place Fanon. Et pourtant, aujourd'hui, avec son centenaire, on voit que finalement, Fanon, on le connaît pas si bien. Est-ce que vous pouvez nous dire finalement pourquoi? Écoutez, je pense que votre introduction était excellente. Elle a bien resitué l'importance de Fanon dans l'histoire des mouvements de libération. Fanon est mort jeune. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Il est mort à 36 ans. Donc, il n'a pas pu donner le plein potentiel de ce qu'il avait encore à donner au monde d'aujourd'hui. Ses œuvres ont été, dans certains pays, interdites. Il a été condamné par la France. Donc, sa pensée a influé dans tout le tiers-monde, dans tous les pays du Sud. Elle a influencé beaucoup d'autres combats qui, pour certains, ont réussi, ont abouti. Et d'autres sont toujours des combats contemporains. Donc ça, c'est un premier élément, c'est-à-dire qu'il y a une actualité de Fanon. Et ensuite, Fanon a inspiré des théories post-coloniales, des théories décoloniales, qui sont présentes dans des universités, mais qui ne sont pas toujours reliées aux luttes de terrain. Et Fanon était un homme à la fois de réflexion et d'action, de théorie et de pratique. Et je pense que ce qui manque aujourd'hui, parfois, c'est le lien entre la théorie et la pratique. Certains vont connaître Fanon d'un point de vue théorique, mais pas sur le plan de la pratique. D'autres vont le connaître sous l'angle de l'histoire, du penseur politique, mais pas du psychiatre. Certains le connaissent comme algérien, d'autres le connaissent comme antillais ou panafricain. Donc, il y a, je dirais, un éclatement de la figure de Fanon. Et donc l'intérêt aujourd'hui, à travers les différentes œuvres, à travers le centenaire, les ouvrages, c'est de réunir un peu Fanon et de montrer que aucun des aspects de sa personnalité ne peut être isolé. Or, il a été beaucoup, je dirais, découpé, arraché. Il y a un champ de bataille autour de Fanon qu'il nous faut aujourd'hui, je pense, je ne dirais pas apaiser, mais recentrer sur ce qu'a été son engagement pour la liberté, pour un humanisme révolutionnaire, pour la dignité des peuples. Et c'est ça, je pense, qui est extrêmement important. Et le dernier élément, c'est qu'il a combattu des systèmes qui sont toujours présents et qui ne veulent pas que la pensée de Fanon soit, je dirais, dominante, largement diffusée auprès notamment des nouvelles générations.
Très bien, Hamzat, je reviens vers vous, Abdelnour Zahzah, et on va continuer à parler un peu de votre film. Dans votre film, vous montrez Fanon comme un empêcheur de tourner rond, comme quelqu'un qui est finalement incompris. Il est incompris par son épouse, il est incompris par ses confrères, il est incompris par les Algériens, même qui travaillent avec lui, les infirmiers, sans parler des autres collègues qui sont dans cette fameuse école algérienne. Est-ce que Fanon était finalement seul ou c'est ce qu'on ressent à l'image dans votre film. On ressent la solitude de l'homme. Non, je ne pense pas qu'il est. Oui, il était seul dans le système de l'hôpital de cette époque, mais il n'était pas isolé. Rapidement, il s'entoure justement. Il s'entoure avec les infirmiers algériens, et puis il entraîne dans son action et dans son dynamisme, même les collègues métropolitains qui sont venus de France, donc de métropole. Hamzat Boukhari, je reviens vers vous. Alors, aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure du fait que Frantz Fanon est toujours présent aujourd'hui dans la pensée décoloniale, dans la pensée panafricaine, dans la pensée des militants aujourd'hui, en particulier avec ce que traverse le monde. Mais finalement, sur quel terrain on le retrouve aujourd'hui, 100 ans après sa naissance et des années, presque 70 ans après sa disparition? Alors, Fanon estimait, par exemple, que l'Organisation des Nations Unies n'était pas l'outil à travers lequel les Africains pouvaient obtenir leur libération. Et donc, il avait très tôt compris qu'il fallait décoloniser cette instance-là, sortir du modèle des 5 grands du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et si vous regardez, c'est un débat actuel. Il y a ces débats, est-ce que l'ONU est toujours pertinente aujourd'hui? Lui, Fanon, dès 1960, avec la crise du Congo, il avait compris que cette organisation-là ne pouvait pas résoudre un certain nombre de problématiques qu'elle prétendait résoudre du fait de son organisation et de son fonctionnement. Ensuite, Fanon avait compris également le risque qui se posait aux pays africains indépendants de voir apparaître des bourgeoisies nationales, des formes de néocolonialisme qui allaient quelque part reproduire la domination de l'ancien colon. Et si vous regardez le continent africain, c'est ce qu'on peut retrouver dans un certain nombre de pays malheureusement aujourd'hui. Et Fanon, dès 60, l'avait compris. Et puis la question de la violence. Nous sommes dans une période où nous ne cessons de parler de terrorisme, de guerre au terrorisme, etc. Et Fanon avait compris que la violence devait vraiment être étudiée, à la fois pour ce qu'elle représente en tant que force motrice de l'histoire, mais également comme rapport de force entre le colonisé et le colon, entre le dominé et le dominant. Et donc il avait une certaine éthique de la résistance qui fait sens évidemment dans tous les pays où il y a eu des mouvements de libération armée, des luttes de libération armée, un peu sur le modèle de la révolution menée en Algérie au moment de la guerre d'indépendance. Donc c'est des éléments, je pense, qui donnent à Fanon une certaine actualité, plus évidemment tous ces analyses sur le racisme, sur la manière dont l'Europe a produit la mort, le génocide, la misère, l'exploitation, etc., et aussi sa recherche d'un homme nouveau à partir, je dirais, d'une humanité qui soit débarrassée de ces formes de hiérarchie et d'inégalité qui datent de la période de l'esclavage et de la colonisation. Justement, quand vous parlez de racisme et quand on voit aujourd'hui les montées d'extrême droite qui reprennent un peu ces théories qui ont fait le racisme scientifique et Fanon explique aussi, vous dites très bien qu'il explique les damnés de la terre, mais explique aussi ce dominance qu'aujourd'hui on peut expliquer ce virage que prend l'Occident par Fanon. Oui, on peut l'expliquer par Fanon et par d'autres qui ont montré qu'il ne faut pas confondre le génotype et le phénotype, et le fait qu'effectivement, dans un certain nombre de pays du Nord, il y a une manière de faire de la politique contre les étrangers, contre les immigrés, de développer des formes de xénophobie, y compris aussi à l'intérieur du continent africain sur la question du phénotype de couleur de peau. Et Fanon montre que ce principe-là ne saurait être justifié, qu'il faut combattre effectivement les politiques racistes qui s'inscrivent dans le colonialisme. Et ça aussi, c'est un élément important. Nous devons encore aujourd'hui faire un travail de décolonisation. Les anciens colons sont toujours restés dans une vision, je dirais, de suprématie blanche. Et dans beaucoup de pays qui ont été anciennement colonisés, il reste le complexe d'infériorité dont nous devons encore nous débarrasser aujourd'hui. Et c'est en ça que Fanon est extrêmement utile
pour faire ce travail de désaliénation. Très bien, Abdenour Zahzah, on le disait à l'instant, lorsque vous avez pris la décision de faire ce film, j'ai cru comprendre qu'il y a eu, comme ça a été, une folle aventure pour ne pas dire autre chose. Est-ce que vous pouvez justement nous raconter ces embûches que vous avez connues tout au long de ce film? C'était... bon, on peut passer une émission à parler des problèmes que j'ai rencontrés, mais c'était surtout le Covid. Oui. Parce qu'on devait tourner en mars 2020 et puis frontières fermées, etc. Et c'est une coproduction. Donc il n'y avait pas de vol, il n'y avait pas... Et puis le Covid a commencé à Blida, si vous vous rappelez, oui. et puis à l'hôpital. Et vous avez dit que vous avez tenu à reconstituer l'hôpital, même dans le film. L'image, elle est extraordinaire. Les tenues, il y a tout ce travail qui a été fait. Oui, les costumes. Les costumes, oui. Une partie a été faite d'ailleurs par des patientes de l'hôpital. Et puis je remercie toujours le ministère de la Santé, l'hôpital, donc le PH psychiatrie de Blida, Frans Fanon, et les médecins-chefs actuels, les Ben Sharif, etc., qui m'ont, les Ben Mansour, qui m'ont ouvert leur service et m'ont permis de reconstituer un peu l'hôpital des années 50. Et Fanon reste très respecté dans cet hôpital, malgré que personne ne le connaît aujourd'hui. Ils n'ont pas connu directement, mais il était très respecté. Donc ce respect s'est transmis à l'acteur qui interprétait le rôle de Fanon. Et nous avons pu travailler. Bien sûr, c'était très difficile parce qu'il faut rappeler que l'hôpital, il fonctionne toujours, il est fonctionnel. Donc, je crois que nous avons dérangé un peu les patients, pas trop, mais je crois qu'on a fait aussi plaisir de mettre en place un tournage de cinéma au sein de l'hôpital. Très bien, Abdenour. Finalement, une dernière question concernant ce tournage. Autant qu'homme aujourd'hui, quel souvenir, autant que cinéaste, quel souvenir vous gardez quelle empreinte a laissé en vous ce film finalement? C'était de tourner... On sent l'émotion quand vous parlez, de ce film. Au sein de l'hôpital, c'est déjà pour les techniciens, pour les acteurs, parce que souvent on a une idée un peu romantique des hôpitaux psychiatriques, mais à l'intérieur, ça reste un hôpital, donc c'est dur. C'est compliqué d'aller visiter un proche à l'hôpital. Donc rester un mois à l'hôpital pour tourner un film, c'était pas évident. Mais en même temps, c'était une aventure exceptionnelle on ne va pas la revivre à chaque fois, à chaque tournage. Donc, on l'espère. On espère. Quand l'âme et l'esprit sont là, je pense que les tournages restent une expérience, en particulier quand on parle de Fanon. Je poursuis avec vous, Amzad Boukhari. Amzad Boukhari, vous vous intéressez à pas mal de personnages panafricains, pas mal de personnages qui ont marqué, ou de personnalités qui ont marqué l'histoire du panafricanisme. Je fais référence notamment à Walter Rodney ou encore à une autre figure des Black Panthers, Angela Davis. Sans faire de comparaison, bien évidemment. À votre avis, quelle est la particularité de Frantz Fanon au sein de cette grande famille des penseurs du tiers-monde et du panafricanisme? La particularité de Fanon, c'est qu'il a été sur un terrain de lutte concret qui a été l'Algérie, dans le contexte de la guerre d'indépendance, et qu'il a été ensuite ambassadeur pour le gouvernement provisoire algérien au Ghana, pour l'Afrique subsaharienne, et qu'il a pu rencontrer d'autres grandes figures comme Patrice Lumumba, le leader du Congo, avec qui il a été très ami, comme Félix Moumié, qui est un leader camerounais, comme évidemment beaucoup d'autres de cette époque-là. Il a concrètement combattu dans le contexte des indépendances et des décolonisations. Je rappelle que ça a aussi été un fin diplomate, ça a été l'envoyé du GPRA au Ghana, à Accra. Absolument, il a été diplomate, il a continué son activité de médecin, de psychiatre, en continuant à écrire dans El Moudjahidine, donc à la fois écrivain. Donc il a, je dirais, une palette extrêmement large et extrêmement riche. Et il a aussi, je pense, été sans doute l'une des figures les plus influentes du fait précisément que son œuvre a été rapidement traduite en anglais et dans beaucoup d'autres langues, qui fait que Fanon est aujourd'hui étudié dans le monde entier.
ce qui n'est pas le cas d'un certain nombre d'autres figures dont le rayonnement est peut-être moins important, même si la pensée, je pense notamment à Walter Rodney, est tout aussi riche et dense. Très bien. Justement, Abdenour Zahzah, j'aimerais aussi votre avis sur ce point. Justement, à votre avis, qu'est-ce qui fait la particularité de Fanon aujourd'hui? Est-ce que c'est ce parcours d'avoir connu... Parce que c'est une des rares personnalités aujourd'hui où il y a l'homme, le militant, et Hamzat Boukhari le signalait tout à l'heure, il a théorisé cette violence du dominé, il a aussi le psychiatre, il y a le diplomate, il y a le militant, le camarade. Fanon, il faut rappeler que c'est un homme de l'écrit. Et oui, il y a l'intellectuel, il a théorisé ses idées, les amis. Il a laissé de très beaux textes, il écrivait vite et bien d'ailleurs. Et d'ailleurs, en rejoignant le FLN, le premier poste qu'il a occupé, il était journaliste dans le journal Moudjahed, avec Reda Mel comme rédacteur en chef. Et puis il a écrit cet ouvrage qui est l'an 5 de la Révolution algérienne, édité par François Maspero en 59. Là aussi, les jeunes années de la Révolution algérienne, au cœur de la Révolution algérienne, il a théorisé. C'est ça, donc rapidement il est devenu tout simplement la voix de l'Algérie en lutte. Il synthétisait très bien, il résumait tout en analysant à partir donc de la révolution algérienne le processus de décolonisation. Et il a poursuivi cette analyse et ses travaux avec les damnés de la terre, alors qu'il était très malade déjà, les damnés de la terre. Il a commencé la rédaction, il était déjà malade, donc il rédigeait ses textes chapitre par chapitre, il envoyait à François Maspero clandestinement parce que le premier ouvrage édité par Maspero était déjà censuré en France. Et il devient donc vraiment, parce qu'il était déjà bien entouré par le GPRA, il y avait les Mohamed Yazid, enfin tous les ministres du GPRA, c'était des grands révolutionnaires, des gens très intègres et très... Et donc, mais il n'avait pas, tous ces gens-là, ils n'avaient pas le temps d'écrire. Donc Fanon, il écrivait pour eux. C'était vraiment la voix de l'Algérie en lutte. Et comme on sait aujourd'hui que la décolonisation algérienne, la révolution algérienne est un exemple exceptionnel dans le monde entier et dans le XXe siècle. Donc Fanon a pu extraire tout ça et surtout le laisser en héritage. Et c'est justement, peut-être finalement on peut dire, c'est la guerre de libération algérienne a fait Fanon, et Fanon a fait aussi, a extrait ce parcours extraordinaire. Vous le dites, c'est une expérience... Mais dans les damnés de la terre, l'intelligence de Fanon, il n'a pas nommé ni l'Algérie ou ils donnent des cas, etc. Mais il a conceptualisé à travers l'exemple algérien. Il définit donc c'est quoi le colonisateur, le colonisé, le processus de décolonisation, etc. Et puis il était quasi certain que l'Algérie allait devenir indépendante. Déjà, le Mali était devenu indépendant en 60, enfin beaucoup de pays. Le Congo, de Lumumba, comme l'a rappelé Hamzat. Et donc, il entrevoyait déjà les problèmes qui allaient surgir après les indépendances. Et il a mis en garde donc, les nouveaux gouvernements des pays nouvellement indépendants sur quoi il fallait se battre une fois ces indépendances acquises. On va revenir sur ces questions et sur les visions qu'avait Fanon du futur et des indépendances. Très chers téléspectateurs, on se retrouve tout de suite après cette courte page publicitaire. Très chers téléspectateurs, bienvenue sur le plateau de Cap sur l'Afrique. Dans cette première partie, on a compris que Fanon a des choses à nous dire, mais il a encore d'autres choses à nous dire lors de cette deuxième partie. Je continue avec vous, Abdenour Zahzah. Fanon a dit « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir ». Célèbre phrase de Fanon donc, qui nous appelle souvent à la responsabilité, mais aussi au sens plein du terme. Il parle aujourd'hui, il parle à demain, il me parle à moi, il me parle à vous. Vous l'avez dit, même au sein de l'hôpital, on a encore cette mémoire vive de Fanon. Quelle réaction vous inspire le message de Fanon finalement ?
Lui, il a découvert cette mission. Il faut rappeler, Fanon était donc, comme on l'a dit, médecin-chef, Confortablement installé à l'hôpital, donc dans sa villa de fonction, marié avec un jeune enfant, et donc avec un salaire d'un haut cadre finalement, parce que nommé, etc., par le ministre. Il quitte tout ça, il rejoint la clandestinité, il rejoint le FLN dès décembre 1956. Voilà. Parce qu'il a compris qu'il ne servait à rien, que lui, médecin, il continue à soigner des malades. Si une fois qu'ils sont plus ou moins guéris, ils sortent de l'hôpital et ils se retrouvent dans un pays colonisé. Pour lui, la colonisation, c'était la maladie à soigner. Donc il laisse tout ça, il rejoint les Algériens en lutte en 1956. En 1956, c'était encore tôt. Rare qui pariait sur l'indépendance de l'Algérie en fin 1956. Oui. Donc très tôt. Et cette citation m'inspire ça, en fait. Il a découvert cette mission et il n'a pas hésité une seconde, en fait. Il est parti et finalement, on peut dire qu'il a gagné parce que le Fanon militant avec le FLN, donc c'est un Fanon complètement transformé. C'est pas le Fanon de peau noire, masque blanc, le texte qu'il avait écrit en 1952 lorsqu'il était étudiant à Lyon. Il a pris de la maturité au sein de la maturité aussi, il parlait au nom de tous les colonisés de la Terre. Donc il a... De par sa mission aussi avec le GPRA, il a rencontré des Guinéens, des Maliens, des Congolais, des Tunisiens, des Marocains. Il a eu cette conscience panafricaine très tôt dans la libération du continent. Il a compris ce processus. Tout cela dans les années 50, on est dans les années 50, où tous les philosophes, les penseurs de l'époque, ils parlaient plutôt de la guerre froide. On analysait plutôt les rapports Est-Ouest. Donc Fanon, le premier qui parlait de ces rapports Nord-Sud, dont on les vit actuellement. On est en plein dedans. Justement, Fanon n'est pas seulement un précurseur de la pensée panafricaine ou de la pensée révolutionnaire, il a surtout mis en place cette frontière entre deux mondes, qui est l'Occident et le tiers-monde opprimé de façon sociologique, peut-être même géopolitique, et qui est encore aujourd'hui d'actualité. Je viens justement vers vous, Amzad Boukhari, à la lumière de ce que vient de nous dire Abdelnar Zahzah, on comprend que finalement Fanon est exigeant avec lui-même, il a été exigeant dans son œuvre, il a été exigeant dans son parcours de psychiatre, de militant, d'homme, mais est-ce que finalement il est exigeant avec la pensée? Oui, Fanon était un homme extrêmement exigeant qui, était rigoureux dans sa méthode, dans sa manière d'articuler les différentes idées sur lesquelles il a bâti son propre corpus de réflexion. C'est un homme de parole, d'écrit, mais évidemment de parole. Donc il était absolument exigeant sur ce que devait être l'homme, ce que devaient être les principes avec lesquels on ne devait pas transiger en termes de liberté, de dignité, d'humanité, de respect de la personne, et également dans le fait que le respect à l'individu devait aussi s'accompagner du respect au peuple. On ne doit pas, dissocier l'individu du peuple. On ne doit pas non plus isoler une lutte de libération nationale de la libération de l'ensemble du continent africain. C'est ce à quoi il appelait, quand il parlait de panafricanisme, et il s'inscrit aussi dans un panafricanisme de combat. C'est une pensée de combat, donc qui est nécessairement exigeante, puisqu'à l'époque, on était vraiment sur des enjeux de vie ou de mort. Fanon a échappé plusieurs fois à des tentatives d'assassinat. Il savait que sa parole était une arme, et donc évidemment, sa parole était rigoureuse et méthodique, et ses pensées, ses idées étaient fortes, appuyées et étayées par son expérience de terrain et sa vision de la révolution africaine. Très bien, Amzad Boukhari, justement, quand vous dites qu'il a transpercer le temps finalement et les pensées. Fanon et l'Afrique a mis à part l'Algérie. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir aujourd'hui comme message à travers ses livres, à travers son œuvre, à travers sa vie finalement? La vie de Fanon, c'est une vie d'engagement pour la libération des peuples.
Donc, c'est un appel à tous les peuples africains pour qu'ils puissent disposer du droit à l'autodétermination, qu'ils puissent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Donc, le combat contre le capitalisme est présent dans sa vision de la lutte anticoloniale. C'est un message qui a été repris au niveau de l'Afrique du Sud, dans le combat contre l'apartheid, dans la solidarité de l'Afrique du Sud et des restes d'autres pays avec le peuple palestinien. Dans un certain nombre, je pense, d'éléments et de combats, la pensée de Fanon a été présente au niveau des luttes syndicales. Il a travaillé avec des militants syndicalistes, notamment quand il était en Tunisie. Donc la question des travailleurs, la question des paysans, l'identification du groupe social qui doit mener une révolution. Donc tout ça, ce sont des éléments de pensée, de stratégie que Fanon a produit dans le contexte de l'Algérie, qui peuvent effectivement servir à d'autres champs révolutionnaires, à d'autres stratèges. Je pense à des figures comme Amilcar Cabral, comme Steve Biko en Afrique du Sud, qui se sont inspirés ou qui ont pris Fanon un peu comme point de référence pour développer leur propre analyse du terrain. Donc pour moi, Fanon, c'est vraiment un socle à partir duquel on peut penser la diversité de nos situations sur le continent africain et comprendre que ce qui se passe à Alger a des connexions avec ce qui se passe dans d'autres parties du continent africain et ce qui se passe ailleurs a des connexions avec ce qui se passe également en Algérie. Bien, Abdenour Zahzah, je continue avec vous. Le voyage n'est jamais à croire que pour votre film, vous avez voyagé au sein de Fanon et vous l'avez dit en tout début d'émission et vous l'avez dit la question précédente. Fanon, quand il parle dans Les damnés de la terre, on sait qu'il parle de la révolution et la guerre de libération algérienne, mais il ne situe pas le lieu et le temps. On peut dire qu'il parle du Vietnam qui a connu un peu la même chose, qu'il parle de la libération du Congo, le Congo qui souffre encore jusqu'aujourd'hui. Hamzat Boukhari rappelle ce rôle des bourgeoisies nationales, vous l'avez aussi rappelé. J'aime à être un peu curieuse et me dire si demain vous replongez encore dans Fanon, est-ce que vous allez parler, de quelle facette de Fanon vous allez encore parler ? Ah, si je ferais un autre film sur Fanon... c'est une curiosité journalistique. On veut bien avoir cette information. Je ne vais pas le faire, mais on va imaginer que c'est le cas. Ça sera peut-être ces jeunes années. Ces jeunes années d'étudiants en médecine à Lyon. Avant... oui, parce que très jeune, il a montré... La genèse, on va dire, de Peau noire et masque blanc, parce que c'est là où il a d'abord fait la guerre. La Grande Guerre. Il a combattu le nazisme avec les forces françaises libres. Et déjà, il découvre le racisme. Il découvre le racisme déjà au sein de l'armée, vis-à-vis du noir, etc. Le statut des Sénégalais, des Martiniquais, des Algériens, voilà. Et puis, il se blesse avec cette blessure, donc il gagne une bourse pour faire médecine à Lyon. Et puis à Lyon, il rencontre le grand philosophe Francis Janson. Il commence à collaborer dans la revue Esprit. Et il écrit donc Peau noire et masque blanc, qui est un livre qui reste très actuel, un texte très très fort. Et puis, il exerce aussi en tant que médecin à Lyon et où il rencontre des émigrés algériens. D'où son texte, Le syndrome nord-africain. Oui. C'est une période très, très intéressante de Fanon aussi. De Fanon étudiant en France. De Fanon étudiant et de ce qui a fait finalement le socle de cette pensée, le fait qu'il ait refusé très jeune de ce système-là de domination, ce système de racisme. Il a compris le racisme très jeune. Il a compris le racisme et le système sur lequel il est bâti, pas le racisme. C'est l'aliénation. Pas le racisme banalisé de tous les jours, mais le racisme, on va dire, systématisé, le racisme basé sur des théories, et puis rapidement en France, donc après il découvre la psychothérapie institutionnelle et c'est une autre aventure aussi qui s'offre à lui. Au fait, Fanon, c'est difficile de le résumer, mais il a eu son parcours et il a eu beaucoup de chance dans son parcours, mais surtout, avec son intelligence, il a saisi toutes les chances. Donc il a saisi sa rencontre avec Francis Janson, il a écrit Peau noire, masque blanc. Après, il a saisi l'opportunité de travailler à Saint-Alban avec François Tosquelles. Il a connu donc tout un courant de psychiatrie et des gens aussi exceptionnels qui
ont connu donc le monde de l'enfermement. Tosquelles, il a aussi toute une histoire, médecin espagnol, etc. Et puis même à Blida, où il n'était pas dans un terrain facile, avec l'école d'Alger de psychiatrie. Donc là, il était gêné, il était, on va dire... mais Fanon, il ne se laisse pas faire. En tant que médecin-chef, il s'est imposé, il a imposé ses méthodes, et puis il rencontre rapidement les nationalistes algériens, il les rejoint en lutte. Donc il a saisi toutes les occasions, et avec son intelligence très fine, tout en finesse, que ce soit sur le plan politique et surtout sur le plan psychique, psychologique et psychiatrique, il a compris les conséquences du racisme, du colonialisme, etc. Et surtout, il était servi par une belle plume. Il savait écrire, il écrivait bien. Donc, il laissait des textes, il écrivait tout le temps. Je ne sais pas comment il a trouvé le temps, parce que maintenant, en fait, on ne se rend pas compte que Fanon est plus jeune que la majorité. Il est plus jeune que nous, en fait. Oui. Mais il nous écrase. Oui. Il continue de nous écraser. Il est mort à 36 ans. Ça veut dire au début où généralement on commence une carrière de philosophe ou de penseur ou d'homme politique ou même de journaliste. Donc Fanon, à 36 ans, il était... qu'est-ce qu'il serait devenu ensuite? Ça, je ne le sais pas. Ça, je pense qu'on laissera la liberté artistique de tout à chacun d'imaginer ce qu'aurait pu devenir Frantz Fanon s'il était resté parmi les vivants. Hamzat Boukhari, de ce que nous dit justement Abdenour Zahzah, et je vais lâcher le mot, il est question d'aliénation. Fanon a décortiqué l'aliénation, a décortiqué ce système qui est l'aliénation, et on se rend compte que finalement l'aliénation, elle est toujours d'actualité. Est-ce que finalement on veut s'approprier les codes de celui qui nous a fait souffrir? Je parle de l'Afrique, a encore du mal à se dissocier de cette aliénation et des codes de celui qui l'a aliéné et soumise. Oui, alors il y a plusieurs niveaux. Il y a l'aliénation du malade qui renvoie à la question de la folie, de la dépossession ou de la transe. Et puis il y a effectivement l'aliénation d'un peuple qui là va peut-être davantage renvoyer à la nécessité d'avoir une souveraineté médiatique, d'avoir ses propres appareils de communication, ses propres médias, ses propres presses, pour pouvoir, je dirais, valoriser son histoire, pour pouvoir dire ses vérités ou sa vision de l'histoire et construire finalement ce qu'il appelait une conscience nationale. Je pense que l'enjeu de la désaliénation, c'est comment on se libère du regard de l'autre qui nous enferme, qui nous réduit, et comment, en se libérant du regard que porte l'autre sur nous, qui nous rend étrangers à nous-mêmes, on récupère notre identité par la capacité à récupérer notre histoire. Et donc, sans ça, je pense qu'il y a un enjeu vraiment fondamental dans la décolonisation. La désaliénation, elle est structurante et nécessaire à la décolonisation. Et Fanon lui-même disait qu'il n'y a pas véritablement de décolonisation parce que c'est un processus dirigé par le colon, mais il faut penser une indépendance qui va, pour moi, avec cette idée de souveraineté, du regard, de la vision que l'on a sur le monde et de la manière également dont on se représente. Voilà, c'est-à-dire que pendant très longtemps, il y a eu une représentation colonialiste et raciste de l'Algérien, de l'Arabe, du Maghrébin, du Noir, de l'Africain par les Français, par les Européens. Et dans bien des cas, il est resté des stigmates dont nous devons encore, je dirais, nous défaire et qui ont d'ailleurs tendance à revenir au gré de l'actualité, au gré des nouvelles forces politiques qui arrivent dans un certain nombre de ces pays-là. Et c'est pour ça que Fanon est toujours effectivement d'actualité. Très bien, Hamzat. Et là, j'aimerais votre avis tous les deux. On ne cesse pas de le dire depuis le début de cette émission. Frantz Fanon a été finalement un avant-gardiste de la pensée révolutionnaire. Il a théorisé la violence, il a théorisé le maquis, il a théorisé la souffrance, il a théorisé aussi cette école, cette fameuse école d'Alger qui est une médecine qui n'était absolument pas neutre, sur laquelle s'est appuyé et s'est reposé le racisme qu'on reconnaît encore dans les pratiques aujourd'hui. Mais Fanon a encore, en plus d'avoir
expliqué, sans jamais victimiser les damnés de la terre, il a aussi théorisé, il a aussi expliqué le système colonial. Il a aussi mis en place comment on réfléchit le dominant. Il en parle autant comme médecin, il en parle aussi comme un traumatisme. Et dans votre film, Abdenour Zahzah, on le voit avec le personnage du fameux commissaire qui vient en thérapie chez Fanon. Qu'est-ce que ça nous enseigne justement aujourd'hui? On cesse de le rappeler. C'est une pensée qui est avant-gardiste, si je peux me permettre le terme, mais elle est d'actualité. Oui, elle est même pas seulement avant-gardiste, elle est unique en son genre, elle est atypique. Parce que venant justement d'un psychiatre, vous rappelez le cas du commissaire qui est cité dans Les damnés de la terre. D'ailleurs, il y a deux cas. Il y a un cas d'un commissaire et d'un inspecteur de police. Fanon nous explique. Au fait, il met un dialogue. Il raconte comment il a rencontré le commissaire. Il est en souffrance. Il vient voir Fanon parce qu'il bat sa femme, il bat son bébé, etc. Il répercute la violence qu'il vit dans son travail de policier, de tortionnaire, avec sa famille. Et Fanon, sans le dire, il dit que finalement, la violence coloniale et colonialiste, elle finit par détruire les colonisateurs eux-mêmes. Non seulement elle détruit les colonisés, bien sûr, mais elle détruit les colonisateurs. Et on le voit aujourd'hui, ce qui se passe en Palestine. Il nous arrive des échos, beaucoup de suicides, beaucoup chez les colonisateurs, dans l'armée israélienne, en fait. Parce que c'est inhumain, en fait, de tuer, massacrer les gens quotidiennement, comme ça, les bombarder, les affamer. Déjà, nous, on est loin et nous en sommes tous un peu malades. Donc, en tant que, bien sûr, les Palestiniens subissent beaucoup. Ils subissent l'inimaginable. On en est à 60 000 morts déjà. 60 000 morts, une famille. Mais Fanon nous explique aussi que ça détruit aussi un peu plus l'humanité. Parce qu'il avait une vision globale de l'humanité. Bien sûr, chacun dans son rôle, mais Fanon, en tant que médecin, il avait une vision globale et surtout des souffrances que peuvent vivre et les colonisateurs et les colonisés et les policiers et les enfants. Voilà, donc les cas, oui, ce chapitre dans Les damnés de la terre, il est atypique venant de... D'ailleurs, on le remercie, Fanon, pour ce chapitre qui nous l'a offert, au fait, du cœur d'un hôpital et d'une guerre décoloniale. Très bien, je viens vers vous, Amzad Boukhari, avec la même question. Et aujourd'hui, en tant qu'historien, finalement, est-ce que je peux dire finalement que Frantz Fanon nous explique, comme vient de le dire Abdenour Zahzah, que dans le système colonial, finalement, la déshumanisation, elle est prévue, que ce soit pour le dominé et pour le dominant. Est-ce qu'on peut se permettre ce genre de réflexion? Et je parle là à l'historien que vous êtes. Oui, Fanon montre que le colonialisme est un système de hiérarchisation et qu'à partir du moment où vous hiérarchisez, vous construisez, vous produisez du racisme. Vous produisez ensuite des complexes de supériorité et d'infériorité et vous aliénez à la fois le colonisé et le colon qui doivent être tous les deux décolonisés. Donc l'histoire qui est au milieu de tout cela, c'est une histoire qui s'est arrêtée. Ce dont il parle dans Les damnés de la terre, c'est le fait qu'à un moment, effectivement, on a arrêté l'histoire des peuples qui suivaient leur propre trajectoire pour les besoins finalement de l'Europe, pour les besoins d'une Europe qui ne va finalement nulle part et dont il faut s'écarter. Il le dit très clairement, si nous voulons nous en sortir, rompons avec l'Europe et construisons notre propre chemin. Et je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important, qui rentre dans l'idée décoloniale de sortir de l'eurocentrisme et d'adopter des perspectives qu'on pourrait dire aujourd'hui multipolaires du point de vue de la géopolitique, ou je dirais plus subjectives du point de vue d'une histoire des dominés, une histoire vue des dominés. Et sans ça que sa vision, elle est essentielle pour décoloniser l'histoire.
Très bien, Abzad Boukhari. Je rebondis sur ce que vous dites quand vous dites qu'il faut, il faut décoloniser et remettre de l'espoir. Est-ce que finalement, dans ce qu'on a vu, et là aussi notre ami Abdel Zahzah nous a donné l'exemple de la Palestine, mais les exemples sont bien nombreux. Je rappelle que la Palestine subit actuellement un génocide et les images qui nous parviennent sont effarantes. Est-ce que la domination, je vais la dire clairement, est-ce que la domination coloniale française, la domination de l'empire colonial français, de l'empire colonial britannique, de l'empire colonial portugais est la même que celle d'aujourd'hui où il y a une différence finalement? Il y a une différence historique dans le fait qu'aujourd'hui, ce sont des dominations qui passent par des relais locaux, par des systèmes autour des multinationales, autour des institutions financières internationales. Donc, on a une domination, je dirais, qui est plus de système que quelque part d'État à colonie. Donc, le colonialisme en tant que tel ne se justifiait plus au moment des indépendances, mais on est passé à d'autres formes de domination. Et c'est ça que Fanon, en fait, pressentait au moment justement des indépendances, au moment où il disparaît. Il dit que le grand danger qui guette l'Afrique, c'est l'absence d'idéologie. Il sait que l'Afrique va être libérée intégralement à court ou moyen terme, mais il dit le grand danger qui nous guette, c'est l'absence d'idéologie. Et quand vous n'avez pas effectivement d'idéologie, la porte est ouverte à toutes les usurpations, à toutes les récupérations et à toutes les formes de réhabilitation de la violence. Et donc, ce qu'il souligne aussi, ou ce que l'on peut aussi voir par rapport à la Palestine, c'est la question du droit international et du droit humanitaire. Je pense que c'est deux points sur lesquels la pensée de Fanon est extrêmement présente, en plus évidemment du droit à la résistance. Donc ce sont les trois éléments qui font que la pensée de Fanon s'articule parfaitement avec la situation qui est celle aujourd'hui de la Palestine et aussi d'autres territoires. On a parlé tout à l'heure du Congo, on pourrait en citer d'autres qui rentrent tout à fait dans les schémas analysés par Fanon. Très bien, je reviens vers vous, Abdel Zahzah. On a l'impression que ces derniers temps, même si on n'a pas arrêté de le dire finalement, Fanon, en plus de sa grandeur, il est très peu connu, ou il n'est pas, je vais dire les choses franchement, il n'est pas rentré dans cette culture mainstream, contrairement à d'autres figures du panafricanisme, à d'autres figures révolutionnaires. Je fais référence à Che Guevara ou encore au leader sud-africain Nelson Mandela Madiba. Je vous pose la question franchement et directement. Est-ce qu'on tente aujourd'hui finalement de récupérer Fanon au service de ce système de domination comme on a tenté de le faire avec d'autres figures? Est-ce que vous avez cette impression? Je ne pense pas. Maintenant, je ne pense pas, parce que Fanon, il parle de lui-même. À la différence de Nelson Mandela, eux, c'est des parcours. Ou Che Guevara, Fanon a laissé des textes, donc on ne peut pas le dénaturer. Non, c'est compliqué. Il est étudié dans beaucoup d'universités, maintenant les études postcoloniales, etc., existent un peu dans beaucoup d'universités occidentales. Un peu moins chez nous, d'ailleurs, paradoxalement. Mais tant qu'il y a il y a malheureusement encore deux peuples qui sont colonisés, reconnus par l'ONU, par l'Organisation des Nations Unies, deux peuples qui n'ont pas encore acquis le droit de décider de leur avenir, qui sont le peuple sahraoui et le peuple palestinien. Le système colonial est le même, pour moi. C'est le système colonial, la répression colonialiste française des années 40 et 50, c'est la même que l'israélienne aujourd'hui. Il y a pas... L'Algérie aussi, c'est 1,5 million de martyrs durant 7 ans. Ça veut dire avec une moyenne de 120 000 à 130 000 par an. C'était atroce. C'est des gros massacres. Donc, et tout ça, en fait, malheureusement, quand on lit Fanon, on dit c'est pas possible. Moi je m'étonne
Le monde est ainsi fait, malheureusement. Oui. On ne va pas refaire le monde aujourd'hui. Oui, c'est du racisme, tout simplement. Parce que dominer un peuple ou lui voler sa terre, c'est juste du racisme, du suprémacisme. On se croit supérieur à un peuple, donc on le dépossède de ses biens, de ses richesses. Et c'est du vol, c'est de la rapine. Finalement, à l'échelle d'État, en fait. On le spolie de sa liberté. Hamzat Boukhari, on arrive à la fin du temps imparti pour cette émission. Vous avez 30 secondes pour me répondre. Et on n'a pas assez de temps pour parler de Fanon. Fanon, pour pouvoir en parler, il faut avoir beaucoup de temps, finalement. Fanon nous a interrogés sur beaucoup de choses aujourd'hui, ce soir et à travers le temps. Est-ce que finalement, il nous interroge, surtout nous, en tant qu'Africains, sur notre rapport à la liberté ? Oui, absolument. Fanon nous ordonne de lutter, de défendre notre liberté et surtout de permettre à la liberté de ceux qui sont encore dans les chaînes d'advenir. Je crois que c'est un élément important. Il faut que nous soyons des hommes et des femmes libres, libres de penser, libres d'agir, libres de faire, mais toujours dans le respect de la dignité humaine. Et je pense que c'est un des grands enseignements de la pensée fanonienne aujourd'hui. Dans tout ce que nous avons à faire. Et effectivement, comme il le disait, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Très bien, merci Hamzat Boukhari. Merci de m'avoir accompagné tout au long de cette émission consacrée à Frantz Fanon ou à son centenaire ou à son héritage. Hamzat Boukhari Yabara, je rappelle que vous êtes écrivain et aussi historien et dans votre pensée, Fanon est présent. Merci. J'ai aussi eu l'honneur et le plaisir d'avoir été accompagné d'Abdenour Zahzer qui a consacré un magnifique film. Je vous conseille vivement, très chers téléspectateurs, d'aller le voir à Fanon. Merci Abdenour Zahzer. C'est moi, je vous remercie. Quant à vous, très chers téléspectateurs, je ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes et on n'oubliera jamais que finalement, Fanon nous a poussé, nous a interrogé, nous a initié à inventer et à réinventer l'humanité. Très chers téléspectateurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes sur Al24 News et n'oubliez pas, prenez soin de vous.